Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille maintenant Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour Cédric. Fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Et on va parler des crypto-actifs. Mais alors on va pas débattre pour savoir s'il faut ou pas avoir des cryptos. On va plutôt essayer de regarder ce qui devrait avoir lieu dans toute bonne gestion de patrimoine. C'est qu'est-ce qui peut se passer si je viens à quitter ce monde. En clair, comment on va transmettre. Alors quand on a un appart, on va dire que c'est simple. On connaît les règles. Pour les cryptos, ça l'est peut-être un petit peu moins. Quels sont les principaux défis, Louis-Alexandre, auxquels un investisseur en crypto est confronté quand on se dit « tiens, je vais transmettre » ? Alors, il y a d'abord trois choses. Il faut prendre la technique. Il faut faire attention, la manière de détenir les cryptos peut être un peu technique, donc faire attention aux aspects techniques. Après, comme dans toute transmission, les aspects juridiques et puis les aspects fiscaux, il faut traiter chacun avec le professionnalisme nécessaire. Alors, si on regarde un petit peu concrètement, quelles sont les complications qu'on peut rencontrer justement dans cette idée de transmettre ? Ce que permet Bitcoin et les cryptoactifs, c'est de détenir soi-même son propre patrimoine. C'est-à-dire qu'on est soi-même la personne qui va être le gérant, le dépositaire, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que ça implique parfois des spécificités en termes de détention et de transmission. C'est-à-dire, si c'est moi qui ai le contrôle de mes cryptoactifs, comment je vais le transmettre en temps et en heure et en sécurité à mes ayants droit. Après, le reste, le juridique, la plupart du temps, les notaires savent gérer ce type de problème. En tout cas, certains notaires ont décidé de s'y intéresser. Fiscalement, les cryptos, c'est comme tout le reste, c'est soumis à droit de succession, contrairement à ce qu'une légende urbaine peut laisser croire. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des mesures qu'il faut prendre pour, on va dire, sécuriser, faciliter la transmission. Est-ce qu'il faut finalement considérer que la crypto, qui a l'air d'être pour certains presque un ovni, doit être pris comme une matière patrimoniale comme une autre ? Et que peut-être aujourd'hui, si j'en ai ou si j'en ai pas encore, il faut que je structure finalement, y compris peut-être de les loger dans une société. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a comme ça des mesures en se disant, la crypto, ça doit être un actif presque comme un autre et je dois la gérer patrimonialement. Cédric, si nous étions aux États-Unis et que vous n'aviez pas de crypto dans votre patrimoine, on me demanderait mais pourquoi votre conseil n'a pas mis de crypto dans le patrimoine ? Donc partons de ce biais-là. Si ce biais est exact, à ce moment-là, je vais devoir moi investir en crypto. Il faut que je me pose la question, est-ce que je le fais en direct ou en société ? Si je le fais en société, eh bien, ça va me permettre d'avoir tout le droit des sociétés avec moi. C'est l'impôt société sur la fiscalité. Et quand je veux démembrer des parts, c'est très facile. Tout ça, c'est connu. Et on peut avoir ces cryptos dans la société. Il faut se poser, si on n'a pas encore des cryptos, il faut se poser la question, dois-je le faire à partir d'une société ? Par contre, si j'ai déjà des cryptos, à ce moment-là, il y a un premier point, c'est comment je détiens la manière d'accéder à ces cryptos. Et là, il y a des choses techniques que je ne vais pas révéler aujourd'hui parce que c'est un peu notre stratégie, notre savoir-faire là-dessus. Il y a des aspects juridiques, c'est-à-dire mandat de protection future si je perds la tête, mandat posthume si je suis décédé et que je veux que quelqu'un gère pour mes héritiers ou mon épouse ou mon époux, et troisièmement, le testament. Donc ça va se passer chez un notaire, et donc ce sont les aspects juridiques. Et puis, fiscalement, est-ce que je peux pas faire des donations ? Il faut anticiper les choses, donations en pleine propriété et donations en nue propriété, avec d'autres problématiques qui sont dues au fait que cet actif-là n'est pas toujours bien défini, soit par le Code général des impôts, soit par le Code monétaire et financier. Bon, malgré tout, crypto, ça veut dire crypté, c'est-à-dire qu'il y a quand même un moment une clé, et puis alors c'est pas le code de la carte bancaire qu'on peut réussir à savoir ou à deviner, ou le mot de passe qui apparaît surtout. C'est un truc très compliqué, c'est une vraie clé. Comment on fait pour le détenir de façon sécurisée, mais qui soit éventuellement... enfin voilà, il y a des outils particuliers, il y a... En fait, ce qui se passe, c'est que si on fait cette réflexion de transmission, on va tout de suite poser la question de la sécurité actuelle, et notamment de la redondance. L'aéronautique nous apprend qu'il faut des systèmes redondants. Eh bien, appliquons les règles de l'aéronautique à la crypto. Faisons un système avec une logique de base, puis une deuxième, puis une troisième. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'ai une clé privée basée sur 24 mots, je vais les séparer, je vais les mettre à différents endroits, et je vais mettre un scénario à un autre. Par exemple, un exemple peut être de dire, je mets
3 parties chez 3 notaires différents, dans 3 testaments différents, et puis une 4e ailleurs, et je mets un scénario à un endroit qui fait qu'on peut retrouver tout cela. Après, il y a des systèmes techniques. Mais que chacun ne peut pas le faire tout seul. Non. Voilà. Après, on peut mettre des systèmes techniques et automatisés avec ou non une tierce partie, une tierce personne. C'est-à-dire que nous, on utilise pour Bitcoin, on fait un script sur la blockchain Bitcoin. Ça s'appelle Liana, l'outil que l'on utilise, et qui permet de mettre en place un blocage, et à la fin de ce blocage, les cryptos peuvent être récupérés par 2 autres clés qui peuvent être détenues par des enfants, par exemple, qui sont dans un coffre. Voilà. Et puis après, on peut encore mettre un 3e niveau de sécurité. Donc il y a des outils technologiques qui aujourd'hui permettent de nous accompagner. Il y a aussi quand même une question de valeur. Alors là, vous allez me dire, on revient plus sur des actifs traditionnels, mais on les connaît peut-être mieux, ces actifs traditionnels. On a vu quand même des fluctuations très impressionnantes sur ces cryptos. Comment on évalue une crypto à un moment X d'une succession? Parce qu'on sait aussi que la succession, elle prend du temps parfois. Alors, on a d'abord des plateformes qui nous permettent de donner un cours toutes les 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, CoinMarketCap, CoinGecko, ainsi de suite. D'ailleurs, un des éléments du mandat posthume pourrait être de dire, par exemple, on va sécuriser ces cryptos sur un stable token, c'est-à-dire sur un jeton qui ne bouge pas et qui ne change pas de valeur. C'est une manière de sécuriser un petit peu ces éléments-là. On peut aussi demander à l'administration fiscale si elle accepterait, comme pour les valeurs mobilières, de prendre la moyenne des 30 derniers jours. Ça, pour l'instant, ce n'est pas acquis. En tout cas, on a des choses à anticiper, un scénario à anticiper, et c'est ce à quoi servent les professionnels. Et on peut se couvrir, enfin je vais employer un mot là pour le coup de marché traditionnel, on peut couvrir finalement son Bitcoin, son Ether, son... Oui, on peut couvrir son Bitcoin, ça existe, il y a des services pour le faire. Ça a un coût, bien sûr. Et à ce moment-là, on fait des principes très simples. On est short sur la moitié de son portefeuille, on est long sur l'autre moitié, et c'est très simple à faire. Aujourd'hui, il y a tous les outils qui sont là pour ça. Après, tout va dépendre de la nature, de l'importance du portefeuille pour la sécurité de la contrepartie qu'on va mettre en face. Bon, on pourrait, je pense, parler de ce sujet pendant des heures. Pour conclure, entre guillemets, si on a envie de donner 1, 2, 3 conseils vraiment marquants à un détenteur ou un détenteur potentiel de crypto, pour se dire, je suis complètement tranquille niveau transmission. Quels sont vos 3 conseils clés, on va dire ? Tout d'abord, il faut mettre en place une stratégie. Si on n'a pas de stratégie, si on ne sait pas à qui on doit transmettre et comment on doit le transmettre, déjà, on est dans le faux. Deuxièmement, on se fait accompagner, soit par quelqu'un qui est un notaire, qui aura la capacité d'accompagner sur tout ce qui est l'aspect juridique, mais surtout, il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse vous accompagner sur le global. Donc, des gens qui puissent traiter ce que j'ai dit tout à l'heure, les aspects techniques, les aspects fiscaux et les aspects juridiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion, ne serait-ce que pour déterminer une bonne stratégie, d'échanger avec un professionnel sur ce sujet. Merci beaucoup, Louis-Alexandre. Louis-Alexandre de Froissart et Montaigne. Le nom me sert. Montaigne, Conseil et Patrimoine. Louis-Alexandre de Froissart dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.